Le héros de cette histoire est passé maître dans l'art du déguisement. Pour certains, il a pris la forme d'une pyramide. Pour d'autres, celle d'un cône. Mais quelle que soit son incarnation physique, il a toujours été le numéro 1. Son histoire est la nôtre. C'est l'histoire d'un combat. Celle du savoir et de l'origine des nombres. Nous allons voir comment 1 a aidé à la création des premières cités. Comment il a participé à la fondation d'empires. Comment il a inspiré certains des plus grands penseurs de l'histoire. Et nous découvrirons aussi son rôle dans les échanges commerciaux. Ah, merci. Et enfin, nous verrons comment 1 a fait alliance avec 0 pour dominer le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un monde numérique qui fonctionne avec des suites de 1 et de 0. Alors, d'où vient 1? Son histoire commence à l'aube des temps. Il y a 3 42 659 ans très exactement, quand le premier 1 primitif émergea des eaux primordiales pour ramper sur la terre ferme. Non, c'est pas vrai, je plaisante. En fait, les origines de 1 sont drapées de mystère. Et c'est une énigme dont seuls nos plus lointains ancêtres ont la clé. À un moment donné, l'un d'eux a dû être le premier être humain à utiliser 1 pour compter. Mais quand ? C'est à une date relativement récente, il y a environ 20 000 ans, qu'on a la première preuve tangible de l'existence de 1 et de son utilisation pour compter. Bien sûr, à la naissance, il n'avait pas cette tête-là. À l'époque, 1 n'était qu'une entaille sur un os. Cet os, qu'on appelle le bâton d'Ishango. Il a été découvert il y a peu de temps au Congo. Regardez ces petites marques. Nous savons que chacune représente un 1. Mais comment en sommes-nous sûrs? Eh bien, quelqu'un comptait forcément. Parce qu'il y a 60 entailles sur cette face de l'os, encore 60 sur celle-ci, et derrière, il y a plusieurs groupes comprenant le même nombre de marques. Impossible à faire si on ne compte pas. Le bâton d'Ishango marqua sans doute un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Les zoologistes affirment que les autres mammifères sont capables de compter jusqu'à 3, voire 4, mais pas au-delà. En transformant 1 en encoche, nos lointains ancêtres pouvaient compter jusqu'à 4, 5 ou même 6 s'ils étaient vraiment doués. En fait, ils pouvaient additionner autant de 1 qu'ils le voulaient. Et c'est ce qui nous a donné l'avantage sur les lions et les tigres. À partir de cet instant, on pouvait compter jusqu'à plus soif. 1 était devenu un grand garçon. Pendant ce temps, les êtres humains améliorèrent leur qualité de vie et le destin de 1 ne fut plus jamais le même. Ils cessèrent de vivre dans des grottes naturelles pour se construire leurs propres abris, des maisons. Le chapitre suivant dans l'histoire de 1 se déroula dans la civilisation antique de Sumer. Ici, au Moyen-Orient, vers... c'est écrit. C'est à cette époque que les Sumériens ont décidé d'accorder son indépendance à 1. Ils ont cessé de le graver sur un os
pour le libérer en le représentant par un jeton. Cette transformation changea non seulement la vie de Un, mais aussi le cours de l'histoire. L'invention des jetons a permis aux Sumériens de faire quelque chose que personne n'avait jamais fait avant eux. Si vous ajoutez des entailles sur un bâton ou un os, vous ne pouvez qu'additionner, mais avec des jetons, vous pouvez soustraire. Imaginons que vous ayez 6 poulets et que vous en mangiez 5. Regardez ce que vous obtenez. Une indigestion. Non, vous avez inventé l'arithmétique. Jusqu'à présent, c'est la plus grande avancée dans la vie de Un. Mais pourquoi est-ce arrivé ici? Pour le savoir, nous devons aller quelque part où ce n'est pas arrivé. Voici l'ethnie des Walpiri en Australie centrale. Ces aborigènes vivaient tranquillement dans leur coin depuis environ 30 000 ans quand des anthropologues débarquèrent et constatèrent qu'ils n'utilisaient pas de nombres. Mais comment diable ont-ils fait? Le vieux Japal Jari, par exemple, a grandi sans jamais connaître de nombres. Bonjour, Japal Jari. Combien de fois avez-vous été marié? Une. Combien de petits-enfants avez-vous? Beaucoup. Japal Jari donne le nom de ses petits-enfants, mais ne dit pas 4, car ce mot ne fait pas partie de son vocabulaire. Beaucoup. Chez les Walpiri, les anciens ne découpent pas une journée en heures, mais selon la position du soleil. Ils ne parlent même pas de distance, car leur territoire n'est pas cartographié avec des mesures et donc des nombres, mais avec des chansons qui contiennent toutes les informations nécessaires. Ces chants traditionnels profondément ancrés dans leur culture sont une source d'immense fierté. En fait, dans leur vie quotidienne, les Walpiri n'ont jamais vraiment eu besoin d'un système numérique, et encore moins de l'arithmétique. Alors, pourquoi à l'autre bout du monde, il y a 6000 ans, les Sumériens ont-ils ressenti la nécessité de changer Un en jeton et d'inventer les maths? En quoi la vie au Moyen-Orient était-elle si différente? Pourquoi les gens étaient-ils si impatients de faire des maths? C'est quand même bizarre. L'explication est peut-être qu'ils étaient très nombreux à vivre au même endroit. Contrairement aux Walpiri, les Sumériens vivaient dans des cités qui avaient besoin d'être organisées. Il fallait stocker et distribuer les récoltes, et pour savoir combien chacun devait recevoir, on avait besoin de l'arithmétique. Voilà pourquoi les Sumériens transformèrent Un en jeton en forme de cône appelé calculi. Ainsi, ils pouvaient faire des calculs nécessaires pour évaluer les richesses, les profits, les pertes et surtout les impôts à payer. Oui, voilà la coupable. C'est la vie urbaine qui a donné naissance aux maths. La capacité de calculer n'était pas la seule chose dont les Sumériens avaient besoin pour faire fonctionner leur société. Il leur fallait aussi garder la trace de leurs calculs. Mais pas si vite, l'écriture n'avait pas encore été inventée. Il semble donc que les chiffres aient été la première forme d'écriture au monde. Voilà comment ça s'est passé. Un nombre donné de cônes était placé à l'abri dans une boule d'argile que l'on refermait hermétiquement. Mais une fois la boule scellée, comment se souvenir du nombre de cônes qu'elle contenait? Un sacré casse-tête pour les Sumériens. Eureka! Ils prirent un autre cône et gravèrent sur la boule le même nombre d'empreintes que de cônes à l'intérieur. Et puis, un petit génie réalisa qu'on n'avait même pas besoin de boule, ni même de cône. On pouvait se contenter de faire des marques sur une tablette en argile, et hop,
on avait gardé la trace du nombre. Le concept de l'écriture était né. Les mathématiciens sumériens pouvaient désormais tenir des registres avec tous leurs calculs, qui, eux, allaient devenir de plus en plus complexes. Seulement quelques heureux élus étaient initiés au mystère des nombres et suivaient une formation depuis leur tendre enfance. Ils devinrent une élite puissante et bien payée, à laquelle nous rendons toujours hommage aujourd'hui. Oui, le cadeau des Sumériens à la postérité n'est autre que l'expert comptable. Un était désormais plus organisé et discipliné que jamais. C'était devenu un outil au pouvoir immense. Il pouvait servir à bâtir des empires. Et c'est exactement ce qui se passa pour lui dans son incarnation suivante. Entre les mains des Sumériens, 1 était devenu l'un des rouages d'un système de calcul complexe. Mais les Égyptiens allaient le propulser dans une autre dimension. En plus de marcher lentement, sans jamais sourire et toujours bien alignés, les Égyptiens raffolaient de tout ce qui était grand. Les grands monuments, les grandes statues, les grandes armées. Et ils inventèrent aussi quelques nombres vraiment grands. Et la manière dont ils les écrivaient est un reflet fascinant de leur hiérarchie sociale. Tout d'abord venaient les nombres pour les corvées quotidiennes. 1 était une ligne toute simple. 10 était une corde dénouée. Et 100, une corde enroulée. C'étaient des nombres sans prétention, tout ce qu'il y a d'ordinaire. Puis arrivaient les nombres pour les aristocrates, ceux destinés à impressionner. 1000 est un lotus, symbole du plaisir. Et 10 000, un doigt autoritaire. Et enfin, il y a le nombre des pharaons, un nombre que les Sumériens n'auraient même pas pu imaginer. Le million. Seul un pharaon peut avoir besoin de ce nombre pour compter ses prisonniers. C'était le premier million de l'histoire et le symbole utilisé fut un prisonnier implorant le pardon. À moins que ce ne soit un comptable implorant qu'on arrête de lui faire recenser les prisonniers. Quoi qu'il en soit, 1 n'avait jamais eu autant de travail. Mais les Égyptiens voulaient confier à 1 une autre mission, peut-être la plus importante de toutes. Ils avaient besoin de son aide sur leur chantier. Les Égyptiens de l'Antiquité étaient des bâtisseurs enthousiastes, avec un goût prononcé pour la beauté. Mais impossible de construire de beaux monuments sans des mesures précises. Et impossible de mesurer quoi que ce soit précisément sans unité de mesure, sans savoir qu'est-ce qu'on entend exactement par 1. Pour résoudre ce problème, les Égyptiens firent quelque chose que personne n'avait jamais fait. Ils définirent leur propre version de 1. Ils la basèrent sur la longueur du bras d'un homme, du coude au bout des doigts, plus la largeur de sa paume. Était désormais appelé cubit, la mesure de toute chose, le mètre incontesté. Ces 1 officiels, unités de mesure de référence, étaient si importants qu'on les conservait jalousement dans des temples. À partir d'eux, on faisait des copies distribuées dans tout l'Empire pour toutes les constructions. Ainsi, chacun savait à quoi 1 correspondait. Et avec ce simple bâton, les Égyptiens ont pu mener à bien leurs chantiers monumentaux avec une précision étonnante. Si 1 n'était pas devenu le cubit, certaines merveilles du monde seraient sans doute un peu moins merveilleuses. C'était prévu, ça?
En transformant un d'outils de calcul en unité de mesure, les Égyptiens n'ont pas simplement ouvert la porte à tout un monde nouveau de costumes sur mesure et de moquettes ajustées au centimètre. Ils ont fait de 1 la mesure de toute chose. 1 était devenu le maître suprême, mais son aventure ne faisait que commencer. Il allait devenir l'essence même de l'univers. Tout commença il y a 2500 ans, avec un Grec répondant au doux nom de Pythagore. Il inventa un théorème qui vous dit peut-être quelque chose. Le carré de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Pythagore a été le premier à avoir l'idée des nombres pairs et impairs. Il leur a même donné un sexe. 1 était masculin, 2 féminin, et ainsi de suite. Il avait aussi un penchant pour les nombres entiers, les ensembles de 1. Il a réalisé que certains nombres entiers formaient des formes plaisantes. 3 fait un triangle, 4 un carré, 1 plus 2 plus 3 plus 4 font 10, ce qui donne un triangle magique. Et puisque les nombres entiers ne sont que des ensembles de 1 devait être l'élément essentiel à partir duquel était construit tout l'univers. N'avait jamais été autant admiré. Mais au final, tout le système de pensée de Pythagore était condamné. Et l'ironie veut que ce soit justement le triangle qui a fait sa gloire qui l'ait poussé à sa perte. Si 1 était au cœur de tout, il aurait dû être également au cœur de tous les triangles, même le triangle rectangle avec 2 côtés égaux. Mais le problème, c'est que non. Pythagore s'échinait à faire en sorte que les 3 côtés représentent un nombre exact d'unités. Mais c'était infaisable. Quand l'un de ses disciples tenta de le lui faire remarquer, les autres le noyèrent. Toute la théorie de Pythagore, qui voulait que le monde soit fait d'unités, n'était qu'un mensonge. Comme tout le monde avant lui, Pythagore ne pouvait concevoir les nombres que s'ils représentaient quelque chose de réel. 1 n'était pas 1 s'il ne désignait pas un siège, un escalier ou un présentateur de télé. Mais les mathématiciens qui suivirent Pythagore se libérèrent de ce carcan. Et le plus génial d'entre eux était Archimède. Sous son impulsion, les mathématiques entrèrent dans le domaine de l'inimaginable. Par exemple, il jouait à calculer le nombre de grains de sable nécessaires pour remplir l'univers. Ces jeux mathématiques peuvent nous paraître un peu zinzin, mais ils ont parfois eu des résultats pratiques dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Par exemple, une question l'obsédait. Que se passerait-il si on changeait une sphère en cylindre? En quoi la surface serait-elle différente? Bon, moi, ça ne m'empêche pas de dormir, mais Archimède a vécu le plus grand moment de sa vie quand il a enfin réussi à concocter sa formule. Et bien qu'à l'époque ce n'était qu'un tour de force mathématique, cela s'est avéré incroyablement utile. C'est grâce à Archimède que plus tard, les cartographes ont pu transformer le globe terrestre en planisphère. 1 n'était plus l'essence de l'univers, mais il aidait à créer un âge d'or pour les mathématiques théoriques. Mais une nouvelle force était en action dans le monde, et 1 s'apprêtait à être assujetti par un peuple avec des obsessions d'un autre genre.
Archimède vivait à Syracuse, et quand les Romains envahirent la cité en 212 avant Jésus-Christ, il était au beau milieu d'un calcul particulièrement fascinant. Pour tout dire, il était si obnubilé par son travail qu'il commandait « Surtout, ne me dérangez pas ». Ce n'était sans doute pas très malin. C'était la fin des mathématiques théoriques dans le monde classique. Les Romains se souciaient peu des abstractions farfelues comme calculer le poids de toutes les chèvres ayant jamais vécu sur Terre. Ce qui les intéressait, c'était le pouvoir. Que cela lui plaise ou non, un était désormais un sujet de l'Empire romain. Il dut quitter le monde vertigineux des mathématiques abstraites pour s'atteler à des préoccupations plus terre-à-terre. Il devint la cheville ouvrière du monde romain, car on le mit à contribution pour imposer une structure numérique rigide aux légions romaines. Il y avait 10 hommes dans une section, et 10 sections, donc 100 hommes, faisaient une centurie. Si une légion essuyait une cuisante défaite, elle était décimée, terme qui vient de 10, decem en latin. Quelles que soient les responsabilités individuelles, un soldat sur 10 était exécuté. L'ambition suprême des Romains était l'efficacité politique et économique. Les mathématiques théoriques, c'était pas leur truc. Remarquez, ça ne m'étonne pas. Les chiffres romains ne facilitent pas la tâche. Regardez-moi ça. Ils sont juste une extrapolation des vieilles entailles sur un os. Leur seule sophistication est l'ajout de nouveaux symboles pour les nombres les moins maniables. V pour 5, X pour 10, C pour 100, jusqu'au signe désignant 1 million. Mais ça reste un simple système de comptage parfait pour les inscriptions sur les tombeaux, mais pas pratique du tout pour les calculs complexes des maths théoriques. Essayez un peu d'écrire 1 milliard. En chiffres modernes, je mets environ 8 secondes, j'ai fait le test. Mais en chiffres romains, cela prendrait dans les 16 minutes. Dans ces conditions, pas surprenant que les chiffres romains n'aient pas été utilisés pour les calculs. Pour cela, ils se servaient d'une table à calculer, ce qu'on appelle un abaque. Les chiffres eux-mêmes ne servaient qu'à noter les résultats. Ce n'est peut-être pas un hasard si, contrairement aux Grecs, aucun mathématicien romain n'est passé à la postérité. Rome étendit son pouvoir impérial et parallèlement son système numérique. Au cours des 5 siècles suivants, toute l'Europe, de l'Espagne à la Turquie, se retrouva sous domination romaine, et même quand l'Empire romain s'effondra, ces chiffres restèrent. N'empêche, même le système numérique romain n'était pas indestructible. Celui qui aura sa peau est venu d'Orient, plus précisément d'Inde, vers 500 après Jésus-Christ, plus ou moins. Un avait un cousin indien qui, depuis quelque temps déjà, vivait dans une atmosphère bien plus spirituelle. Les Indiens semblaient moins concernés par l'organisation militaire que par le renoncement au monde matériel pour accéder à la lumière divine. Mais le nirvana, ce n'est pas la porte à côté. Pour l'atteindre, il faut faire un très très long voyage qui dure très très longtemps. Et pour faire comprendre cette idée, les Indiens inventèrent des nombres incroyablement grands. Prenez le raju par exemple. Un raju est la distance parcourue par un dieu en 6 mois. S'il faisait 1 million de kilomètres, à chaque clignement de paupières.
Et un palia alors? C'est le temps qu'il me faudrait pour fabriquer un cube de laine de mouton de 10 km de haut si j'ajoutais un brin de laine chaque siècle. J'ai fait celui-là tout à l'heure. À côté de ce genre de nombre, un aurait risqué de se sentir tout petit s'il n'avait pas eu un coup de main de ses copains. Contrairement aux Romains, les Indiens ont conçu un système pouvant intégrer des nombres très grands. Ils ont mis au point un symbole pour chacun de 1 à 9. 1, 2, 3, et si vous les dessinez à la va-vite, ça donne les chiffres arabes. Mais c'est pas des chiffres arabes, ils sont indiens. On les utilise depuis au moins l'an 500 avant Jésus-Christ. Et cet homme a raison. Les nombres que nous utilisons aujourd'hui sont appelés arabes. Mais en fait, ils naquirent ici, en Inde, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais il y a 1500 ans, ou un peu plus si vous regardez une rediffusion de ce documentaire, quelqu'un a eu une idée prodigieuse, incroyable et extraordinaire. La plus grande révolution dans les nombres depuis l'invention des maths par les Sumériens. Cette création allait changer le monde. Ils ont inventé un tout nouveau nombre. Et il est ici, ce nouveau nombre, sur les murs de ce minuscule temple millénaire à Gwalior, dans le nord de l'Inde. Et après un voyage de 6000 km, je vais enfin le voir. Mick, c'est fermé. Nous patientons. Et pendant ce temps, une question me taraude. Comment se fait-il que ce nouveau nombre n'ait pas été inventé plus tôt? C'est un petit nombre tout simple. Il faut 1 seconde pour le dire et encore moins pour l'écrire. Ah, le voilà. Mais une fois inventé, il bouleversa la vie de 1 à tel point que le monde entier allait en être affecté. Nous y voilà, le premier exemple incontesté de la plus grande invention indienne. Le nouveau nombre, le Saint Graal numérique. 0. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, quelqu'un a fait un nombre à partir de rien. Le texte dit qu'un jardin a été planté pour y faire pousser des fleurs pour le temple. Et pour s'assurer qu'il y en avait assez, ce jardin devait mesurer 187 astas sur 270, ce qui équivaut à environ 8 hectares. Alors que les Romains utilisaient les nombres pour compter leurs conquêtes ou les morts, les gens d'ici s'en servaient pour être sûrs qu'ils avaient de quoi faire de beaux bouquets. Vous pourriez dire, mais pourquoi en faire tout un fromage? Qu'y a-t-il d'exceptionnel à inventer un symbole signifiant rien? Si quelqu'un me demande ce que j'ai dans la main, je peux répondre rien du tout. Pas besoin de 0. Tout seul, 0 n'est rien. C'est un pléonasme. Mais quand il fit équipe avec 1, là, tout devint magique. Et quand ce duo fut rejoint par le reste de la bande, les résultats furent spectaculaires. Avec seulement 10 chiffres, les Indiens pouvaient faire des nombres infiniment grands, mais aussi infiniment petits. Les Romains n'avaient qu'à bien se tenir. Avec 0, 1 avait trouvé l'âme sœur. Et c'est un mariage qui allait révolutionner le monde entier. Avec le reste de l'équipe, ils permirent à la science indienne de progresser à grands pas. Par exemple, les astronomes indiens avaient des siècles d'avance sur le monde chrétien. Les scientifiques indiens ont compris que la Terre tournait sur son axe et qu'elle tournait autour du Soleil.
Ce que Copernic en Europe ne découvrira qu'un millénaire plus tard. Les savants indiens calculèrent également le diamètre du globe avec au final un écart inférieur à 1% par rapport à la réalité. Tout cela fut rendu possible par 1, 0 et le reste de la troupe des nombres. Ils faisaient sensation partout où ils se produisaient et leur notoriété fit le tour du monde. Tôt ou tard, un conflit avec les chiffres romains allait forcément éclater. Mais dans un premier temps, 1, 0 et leurs complices se contentèrent de franchir les déserts d'Arabie pour conquérir l'une des sociétés les plus avancées de l'époque dans l'Irak actuel. Quand l'islam avait à peine 100 ans, Bagdad était gouverné par le grand calife Al-Mansour. Comme le calife souhaitait que son peuple vive selon les préceptes du Coran, il mit en place des tribunaux et des juges pour appliquer la loi du prophète. La loi du prophète regorge d'instructions qui exigent des calculs mathématiques complexes, si on veut les appliquer à la lettre. Par exemple, à la différence de la tradition chrétienne de l'époque, le Coran reconnaît aux femmes leur part d'héritage. Il dit « il y a une part pour les hommes et une part pour les femmes. La part de chacun dépend du nombre des autres parents et de leur relation avec le défunt. » Pour calculer tout cela, il faut des fractions et des proportions, alors qu'à l'époque, les Arabes comptaient sur leurs doigts. Cela ne veut pas dire pour autant que l'arithmétique complexe leur échappait, juste que leur système numérique les freinait. Mais un jour, la cour vit arriver un ambassadeur venu d'Inde. La coutume voulait qu'il offre un présent au calife, mais que peut-on offrir à un souverain qui a déjà tout? Pas évident de trouver le cadeau idéal. Et un t-shirt I Love India, ça n'aurait pas vraiment fait l'affaire. Mais après mûre réflexion, l'ambassadeur eut une idée brillante. Il donna au calife le plus beau cadeau imaginable, les nombres. Bon, je vous l'avoue, on ne sait pas avec certitude comment les chiffres indiens furent adoptés dans le monde musulman. Mais l'histoire de l'ambassadeur est ma préférée. Ce que nous savons, c'est que les savants musulmans furent éblouis par 1, 0 et le reste de la troupe. Et le plus célèbre d'entre eux était un certain Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi et ses collègues apprirent aux nombres indiens toute une série de nouveaux tours de passe-passe. Les équations quadratiques, l'algèbre, les logarithmes et les poiriers cubiques logarithmiques inversés. En fait, non, dans le dernier, je viens de l'inventer. Ces nouvelles acrobaties numériques permirent à la science, aux mathématiques et à l'astronomie d'atteindre des sommets au Moyen-Orient et la troupe indienne fit un tabac dans tout le monde islamique. Mais sur l'autre rive de la Méditerranée, l'Europe chrétienne était toujours sous l'emprise de la vieille légion des nombres romains. Et en bon romain, il n'allait pas céder la place aux petits nouveaux sans broncher. Un affrontement entre les deux systèmes était inévitable, et son issue a façonné le destin du monde occidental. Le début de la fin pour les chiffres romains commença sur les rives de l'Afrique du Nord. Les marchands musulmans avaient rapidement adopté 1, 0 et compagnie pour leurs transactions commerciales. À la fin du XIIe siècle, les chiffres indiens étaient monnaie courante. Et c'est dans le port de Béjaïa que le jeune fils d'un diplomate italien en poste en Algérie fut témoin d'un spectacle époustouflant.
Quand j'ai été initié à l'art des 9 symboles indiens, la connaissance de cet art m'a bien vite plus enchanté que tout autre. Et j'en suis venu à le comprendre. Ce jeune homme s'appelait Leonardo Fibonacci et il fut ensorcelé par le charme des chiffres indiens, à tel point qu'il décida, quand il serait grand, de les ramener avec lui en Italie. En 1202, Fibonacci écrivit un livre sur les calculs, intitulé Le livre des calculs. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Et son ouvrage était l'équivalent d'une brochure publicitaire pour les chiffres indiens. Mais Fibonacci n'était pas un théoricien enfermé dans sa tour d'ivoire. Une partie de son livre était consacrée spécifiquement aux marchands pour leur expliquer comment les chiffres indiens pouvaient leur être utiles pour calculer leurs bénéfices. D'accord, ça ne se lit pas comme un polar, mais n'oublions pas qu'à l'époque, le capitalisme commençait à s'imposer en Europe. Le livre de Fibonacci collait parfaitement à l'air du temps. Malheureusement, les gens de la rue se méfiaient des nouveaux nombres. Après tout, ils vivaient avec les anciens depuis pratiquement 1000 ans. Et les vieux Romains n'allaient pas accueillir les petits Indiens à bras ouverts. Et ce n'était pas juste une question de tradition. Monsieur Tout-le-Monde avait de bonnes raisons de préférer l'ancien système. Par exemple, de nombreuses cités italiennes médiévales possédaient leur propre monnaie. Donc, à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle ville, ou un nouveau décor, avec des figurants et des costumes différents, je dois aller sur le banc du changeur d'argent, ce qu'on appelait la banca. Une banca était une table à calculer, une sorte de boulier avec des jetons à la place des boules. L'homme assis sur le banc en question était un banquier, et il devait prêter serment de ne pas escroquer ses clients. Précisons que si les magistrats découvrent qu'il me vole, ils viendront casser son banc. Sa banca sera rupta, à savoir brisée. Là, il sera déclaré banca rupta, c'est ce qui a donné le mot banqueroute. Bonjour, combien vous m'en donnez? Il fait ses comptes. Ce qui me rassure, c'est qu'il utilise des signes que je connais, des chiffres romains, bien sûr. Et il compte sur son abaque. Donc, je vois ce qu'il fait. Tout ça, très bien, merci beaucoup. Ravi d'avoir fait affaire avec vous. Et si j'allais plutôt voir l'un des petits malins qui utilisent les chiffres indiens dernier cri? Bonjour. Combien d'argent me donnez-vous pour ça? Voilà où ça coince. L'homme du Moyen-Âge n'a aucune idée de ce que le banquier écrit. Et ça ne lui inspire pas du tout confiance. Je le comprends un peu. Si ma banque à moi se mettait à tenir mes comptes en chinois, je trouverais ça louche aussi. Merci. Je ne sais pas comment il est arrivé à ce résultat. Merci quand même. Cette méfiance s'est propagée jusqu'au sommet. En 1299, la cité de Florence interdit même aux marchands d'utiliser les nouveaux chiffres pour leurs comptes. Les chiffres romains étaient obligatoires. Mais aucun nombre n'a été traité avec plus de suspicion que 0, le comparse de 1. Un auteur l'a même qualifié de signe qui crée de la confusion et des difficultés. Le mot pour 0 était cifra, qui donnera plus tard le mot français chiffre, et qui signifiait alors code secret. Mais les jours de l'ancien système étaient comptés. Je suppose que la coupable est la bonne vieille cupidité des hommes. Les traditionalistes qui s'accrochaient à la bague et aux chiffres romains n'avaient jamais eu à calculer les intérêts d'un prêt, car l'Église catholique considérait l'usure comme un péché. Puis vinrent la Réforme et les églises protestantes qui voyaient les affaires d'un œil moins soupçonneux. Ainsi, les vieilles objections chrétiennes contre le capitalisme perdirent du terrain.
À mesure que le capitalisme a gagné en respectabilité, calculer les intérêts est devenu une activité indispensable pour tous les hommes d'affaires qui se respectaient. Et pour cela, même avec un abaque, l'ancien système romain ne faisait pas le poids face aux chiffres indiens. Ainsi, des siècles après avoir été importés en Europe par Fibonacci, les fringants indiens avaient enfin évincé ces lourdeaux de romains. Ils étaient rapides et polyvalents et avec 1 et 0 pour chef de bande, ces sacrés numéros excellaient dans le travail d'équipe. Les chiffres romains ne pouvaient pas lutter. Ils durent s'avouer banca rupta. Un et 0 avaient de grands projets d'avenir, mais sans leurs petits camarades. Mais en attendant, toute la troupe des chiffres indiens ne fit qu'une bouchée de l'Occident. Grâce à eux, les navigateurs européens eurent plus de facilité à calculer leur latitude, ce qui leur donna le courage de traverser les mers loin de la terre ferme. C'est comme ça qu'ils tombèrent par hasard sur l'Amérique. Et les nouveaux chiffres trouvèrent leur place dans le vocabulaire des transactions bancaires que nous connaissons aujourd'hui. Mais les chiffres ne pouvaient rien face à ce vieux problème, l'erreur humaine. Christophe Colomb croyait arriver au Japon alors qu'il était dans les Antilles, à quelques milliers de kilomètres de sa destination. Il s'était trompé et l'erreur est humaine, mais il était quelqu'un pour qui cette notion était insupportable. Tout se passa en pas la peine, c'est écrit là. Gottfried Wilhelm Leibniz fut l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Il se mit en tête de débarrasser l'humanité du fardeau de l'erreur humaine. Pour ce faire, Leibniz a inventé quelque chose qui affecte toujours notre vie quotidienne. Qui plus est, c'est une invention qui a donné à notre ami 1 l'occasion de régner sur la planète. Leibniz était persuadé qu'il pouvait éradiquer les erreurs en inventant une machine à calculer mécanique. Il en construisit même une en utilisant tous les chiffres de 0 à 9. Puis il eut une meilleure idée, inspirée de sa philosophie. Il est vrai que puisque tout ce qui est vide, sauvage et sombre appartient à Z, 0, alors l'Esprit de Dieu et sa lumière divine appartiennent au Un Tout-Puissant. En d'autres termes, pour paraphraser Leibniz très librement, l'univers est un peu comme un emmental, ce dont beaucoup se doutent depuis longtemps. Les trous sont tout aussi importants que le fromage lui-même. Donc, pour construire le monde, il faut à la fois quelque chose, ce bon vieux 1, et pas mal de rien. C'est là que 0 entre en scène. Leibniz en était convaincu. 1 et 0 étaient les seuls chiffres dont on avait réellement besoin. Avec eux deux, il prétendait pouvoir réaliser tous les plus grands rêves des matheux. Et en plus, éradiquer l'erreur humaine. Il mit au point un système qui permettait de représenter tous les nombres en utilisant uniquement des 1 et des 0, le système binaire. Il devenait bien plus facile de concevoir une machine à compter en utilisant ce système puisqu'il n'existait que deux possibilités. Quelque chose et rien. L'invention de Leibniz devait utiliser des boules métalliques tombant dans des rainures. Malheureusement, il ne la construisit jamais. Et 0 durent attendre encore 265 ans pour revenir sur le devant de la scène.
Voici Colossus, le tout premier ordinateur binaire au monde. C'est la concrétisation du rêve de Leibniz. Mais au lieu de faire tomber des billes de métal dans des rainures, Colossus est électronique. À l'intérieur, 1 et 0, quelque chose et rien, ont enfin trouvé leur incarnation ultime. Des courants électriques allumés ou éteints. Colossus fut créé pendant la Seconde Guerre mondiale et installé dans le centre de décodage des Britanniques à Bletchley Park. Il est composé d'environ 1500 valves, de kilomètres de câbles et de centaines de composants mécaniques. Mais comme les ordinateurs les plus modernes, ce qui fait fonctionner cette machine, ce sont des suites de 1 et de 0. Dans leur forme binaire électronique, 1 et 0 pouvaient réaliser des millions de calculs rapides, suffisamment pour déchiffrer des codes secrets avant même que les Allemands n'aient eu le temps de tailler leurs crayons. Grâce à Colossus, les Alliés savaient ce que disaient les messages codés allemands avant Hitler. Et on pense que cette invention extraordinaire a raccourci la guerre de 2 ans. Les technologies nées ici à Bletchley changèrent à jamais notre monde. Vous vous souvenez de tout ce qui a poussé les hommes à utiliser et comprendre les nombres, faire des calculs astronomiques, définir des mesures, jongler avec des divisions de propriétés. Les ordinateurs savent le faire. Calculer des pourcentages, des conversions et des intérêts composés. Tous ces calculs qui préoccupèrent et parfois laissèrent perplexes les grands esprits de l'Antiquité, les ordinateurs savent le faire. Il suffit de les confier aux ordinateurs et nous pourrons être des imbéciles heureux, incapables de dire si la réponse est juste ou pas. Et c'est forcément une bonne chose, non? Terry, où tu vas, Terry? Tu me laisses tout seul? Terry, Terry, Terry. En cette ère de l'informatique, le monde entier est dirigé par des flots de 1 et de 0. Depuis nos relevés bancaires et nos dossiers médicaux jusqu'au code barre sur les boîtes de pâté pour chiens. Et tous les autres chiffres peuvent croupir dans les poubelles de l'histoire. 1 et 0, voilà tout ce qu'il nous faut. Ce duo de vieux briscards est en haut de l'affiche. Espérons juste qu'ils n'en feront pas qu'à leur tête. Je me suis trouvé assez bon. Je pense que tu étais extraordinaire. Chérie, tu as été génial. Oh oui, tu mérites un Oscar.